Bienvenue à tous, bienvenue dans votre journal. Au sommaire de l'actualité, après plusieurs semaines d'incertitude, début de la campagne électorale au Sénégal, une ouverture mais sans le principal opposant toujours en détention. L'élection présidentielle se tient le 24 mars. L'artisanat local à l'honneur à Brazzaville où se tient jusqu'à ce dimanche la 3e édition du marché de l'artisanat qui attire des milliers de visiteurs. Une défaite dès le deuxième round. Francis Ngannou perd face à Anthony Joshua au terme du deuxième combat de boxe anglaise du Camerounais, ancien champion des lourds de l'UFC. Au Sénégal, la campagne électorale en vue de l'élection présidentielle du 24 mars a été lancée ce samedi. 19 candidats sont en lice, parmi lesquels Amadou Ba, le candidat du pouvoir, ou encore Bassirou Diomaye Faye en détention provisoire, mais il reste le candidat favori de l'opposition. Il concourt en remplacement d'Ousmane Sonko. Les candidats vont tenter de convaincre en seulement 12 jours au lieu des 21 prévus par le code électoral sénégalais. Une réduction donc de 2 semaines qui intervient après près d'un mois de crise politique déclenchée par le report du scrutin qui aurait normalement dû se tenir le 25 février dernier. Alors concernant la campagne, elle a démarré très timidement contrairement aux campagnes précédentes, mais les attentes des Sénégalais sont là. Je vous propose de regarder. Le président sortant a eu un bon parcours. Il a fait de nombreuses réalisations et accompli des choses que personne d'autre ne peut faire de son vivant. Il suffit au prochain président de suivre ses traces et de penser surtout aux jeunes diplômés sans emploi. C'est ma seule préoccupation. J'espère que le prochain président prendra en compte les préoccupations du peuple. L'essentiel est qu'il respecte les chefs religieux et les chefs coutumiers, qu'il les écoute, qu'il accepte tout ce qu'ils lui ordonnent et qu'il mette tous les Sénégalais sur un pied d'égalité sans prendre parti. Nous espérons du changement car nous sommes là depuis longtemps. Rien ne fonctionne. Certains ont traversé la mer pour rejoindre l'Europe. Beaucoup sont partis, d'autres ont péri. Nous jeunes, on a donc notre place dans la société. Nous voterons pour le candidat qui nous présentera un meilleur programme. Ce que nous attendons du prochain président, c'est qu'il soit partisan de l'équité et de la justice, qu'il ne prenne pas parti. Rien dans ce monde n'est éternel. Personne n'est éternel, sauf que le président soit présent ou celui qui viendra. Il suffit de gouverner avec justice, d'avoir pitié du peuple, de donner du travail aux jeunes. C'est ce que nous attendons du prochain président. Quel que soit le candidat qui remportera les élections, que le peuple accepte la volonté de Dieu. Alors, peu avant l'ouverture de cette campagne, un nouveau gouvernement a été nommé ce vendredi par le nouveau Premier ministre Sidiki Kaba. L'équipe ministérielle ne compte plus que 34 ministres au lieu de 39 dans le gouvernement précédent. Cette nouvelle équipe qui se veut plus resserrée. Dans cette nouvelle équipe qui se veut plus resserrée, on y retrouve des fidèles du président Macky Sall qui occupent des ministères régaliens, à l'exemple de Mohamedou Mokhtar Cissé, l'ancien directeur de cabinet du chef de l'État et le nouveau ministre de l'Intérieur. L'Union africaine, par la voix de son président de la Commission, Moussa Faki Mahamat, appelle à la cessation des hostilités au Soudan durant le mois de Ramadan qui commence en début de semaine prochaine. Appel lancé dans un communiqué publié ce vendredi dans lequel l'Union africaine souligne qu'un arrêt des affrontements est nécessaire à l'acheminement de l'aide humanitaire aux civils alors que la famine menace des millions de personnes dans ce pays où les combats font rage depuis près d'un an entre l'armée régulière du général Abdel Fattah al-Burhan et les forces de soutien rapide du général Mohamed Hamdan Daglo, ancien numéro 2 du pouvoir militaire. Des combats qui ont fait des milliers de morts et 8 millions de déplacés. Faut-il y voir une rupture avec l'ère Bongo, le Parti démocratique gabonais qui a dirigé le pays durant 56 ans jusqu'au coup d'État d'août 2023 a pris la décision d'évincer l'ex-chef de l'État Ali Bongo Ondimba de la présidence du mouvement.
Un nouveau directoire vient d'être nommé, avec notamment 2 anciens premiers ministres, Paul Biyoge-Mba et Alain-Claude Bilibanze, au poste clé. Le PDG espère faire peau neuve avant l'élection présidentielle de 2025. Nathalie Mo. Le 7 mars 2024, s'est scellé la fin d'une ère au Parti démocratique gabonais, le PDG, ex-parti au pouvoir, au Gabon. L'ancien président Ali Bongo Ondimba, qui a dirigé la formation politique pendant 14 ans, a été notifié de sa destitution de la tête du PDG. Une incapacité multiforme d'Ali Bongo Ondimba a été évoquée pour justifier cette décision du secrétariat général du parti politique. Pour la mère de l'ancien chef d'État et ex-président du PDG, Joséphine Kamadabani, la sanction a été plus lourde. Elle a été radiée des effectifs du parti pour des raisons qui n'ont pas été dévoilées. Restructurer le PDG va bénéficier fortement à Ali Bongo et aux autres. Donc, mettons l'accent sur l'intérêt général, c'est-à-dire faire en sorte que son parti, le parti laissé par son père, Omar Bongo Ondimba, que ce parti-là puisse vivre, qu'il ne disparaisse pas. Parce qu'il y a des risques qui disparaissent si rien n'est fait. Au sein du PDG, un nouveau directoire provisoire a été mis en place. Paul Biyoge-Mba, Alain-Claude Bilibanze, respectivement premier vice-président et deuxième vice-président, ainsi qu'Angélique Ngoma au poste de secrétaire général, tiennent désormais les rênes du parti. Le siège de président du parti reste toutefois inoccupé, alors que le PDG prépare la célébration de son 56e anniversaire le 12 mars 2024. Une célébration au cours de laquelle sera défini le cap de la restructuration du parti politique. Nous allons nous relever. Je peux me dire que nous sommes déjà quasiment debout. Il faut continuer et il faut le faire avec la participation de tous les militants. Ensuite, il faut préparer le congrès. Le congrès du PDG qui sera alors là, un véritable congrès de refondation du parti. Puisque nous continuons. Et à l'issue de ce congrès, il y aura des décisions définitives qui vont être prises parce que c'est la structure qui a été mise aujourd'hui en place. Les vice-présidents et les secrétaires réunis, ce sont des structures transitoires. Qui sont des structures un peu ad hoc pour faire un travail précis. C'est une administration de mission. Le Parti démocratique gabonais s'est dit prêt à prendre une part active au dialogue national qui doit se dérouler entre le 1er et le 30 avril 2024. À ce rendez-vous, première étape de la transition gabonaise, l'ex-parti au pouvoir veut conserver une place dans l'espace politique gabonais en vue des élections présidentielles et législatives d'août 2025. La 3e édition du marché de l'artisanat de Brazzaville, qui s'est ouverte le 4 mars, se poursuit dans la capitale congolaise. Une nouvelle édition placée cette année sous la thématique de la créativité artisanale. Une centaine d'artisans venus des 4 coins du Congo, mais aussi d'autres pays africains, prennent part à cet événement. Reportage d'Eva Panzou. Exocin Kouka, apprenante au sein de l'association Urgence Artisan, tient le stand d'exposition des produits de cette organisation installée dans la cour de l'Agence nationale de l'artisanat. Cette jeune artisane encourage la jeune congolaise à se former au métier professionnalisant. Je suis l'apprenante en coupe et couture. Donc là-bas, on nous apprend comment coudre, comment habiller des fauteuils, des coussins, comment habiller aussi les moquettes. On nous apprend aussi comment faire des draps de bébé, décorer en panne, faire des rideaux en panne. Donc je voulais juste inviter les jeunes filles de venir apprendre comme moi. Comme Exocé, au total, 133 artisans sont venus proposer des produits made in Congo de tout genre du 4 au 10 mars 2024 à l'occasion du marché de l'artisanat de Brazzaville qui cette année a pour thème « Donnons de la valeur à la créativité artisanale ». C'est aussi l'opportunité saisie par Ngomami Kenzo pour présenter ses produits bioalimentaires fabriqués dans le département de la Bouenza et Valencia Yako pour ses accessoires de décoration intérieure. Souvent, nous sommes dans l'ombre, dans les ateliers, ailleurs. Quand on vient ici, là, c'est pour que tout le monde pour exposer nos talents devant tout le monde. Oui, c'est pour cela que je suis ici, pour exposer mes murales. C'est ce que j'ai créé, j'ai vu, je me suis formée pour ça. On a la bouillie de soja qui est faite à base de soja. Et là, on a les épices naturelles qui remplacent apparemment les cubes, tous les machins. Ici, on a la bouillie de riz, le riz naturel qui s'est fait à la Bouenza, pratiquement à Bokosongo.
Cette année, les organisateurs attendent pas moins de 9 950 visiteurs. Notons que la précédente édition en 2023 a eu un impact économique sur les artisans qui ont réalisé un chiffre d'affaires de 19 428 275 francs CFA, soit une moyenne de 2 047 586 francs CFA par jour. En Afrique, près de 10% de la population vit avec un handicap, trouver un travail, se déplacer. Le quotidien peut se révéler pour la majorité d'entre eux un véritable parcours du combattant en raison d'un environnement inadapté et d'une prise en charge inexistante. C'est précisément le cas pour les personnes malentendantes. Au Togo, la fondation Agir Ensemble pour l'Afrique est l'une des rares structures qui leur viennent en aide en intervenant notamment sur la question de leur insertion sociale et professionnelle. Reportage Lefti Ounou. Née entendante, Yema Bilaka est devenue une personne sourde dès l'enfance à l'âge de 5 ans. Son père médecin s'est investi afin qu'elle retrouve l'audition, mais il n'a pas eu gain de cause. Afin de s'épanouir, Yema Bilaka a appris la langue des signes jusqu'au CM2 pour avoir le CEPD à l'école Efata des Sous du Togo avant d'apprendre la couture. Au détour d'une rencontre à l'atelier de sa maîtresse, Akosiwa Kenvi a décidé de créer en 2017 le centre de couture pour jeunes filles malentendantes en design Togo. Son centre vise à créer un cadre adéquat aux filles malentendantes et leur permettre de pratiquer et vivre de leur métier pour devenir des professionnelles compétentes, confiantes et inspirantes. Yema Bilaka, admise dans ce centre depuis 4 ans environ, partage son quotidien avec ses camarades couturières et tisserandes du centre en design Togo. Jeudi 7 mars 2024, les 8 jeunes filles couturières et la tisserande du centre en design Togo ont eu la visite de la délégation de la Fondation Agir Ensemble pour l'Afrique, AEA. Nous ne voulons plus que les gens regardent le handicap des personnes qui portent un handicap, mais nous voulons que les personnes que nous sommes, nous autres, regardons plutôt le travail de ces personnes et de faire en sorte que ces communautés-là soient intégrées économiquement dans la société de tous les jours aussi. Après avoir soutenu le centre Rand Design Togo en 2020, lors de la crise sanitaire liée au Covid-19, la présidente de la Fondation Agir Ensemble pour l'Afrique, AEA, Marie-Jo Trenou, accompagnée d'une forte délégation, est revenue soutenir le centre avec des machines à coudre industrielles. Il s'agit d'une action caritative entrant dans le cadre de la 8e édition du Woman Night. Pour moi, ça a été beaucoup d'émotions et je suis contente de voir que la vie n'est pas finie. On a toujours des opportunités de grandir, quelle que soit notre situation, on peut. Et surtout, c'est important de pouvoir donner la main aux autres pour pouvoir les aider à grandir et à se défendre dans la vie. A noter que les pensionnaires du centre Rand Design Togo sont membres de l'Association des sourds du Togo, créée le 8 mars 1992. De nombreux observateurs plaident pour la multiplication d'écoles et de centres de formation professionnelle destinés à la communauté des personnes sourdes pour favoriser l'éducation, la formation et l'inclusion financière des femmes et des filles en situation de handicap. Et c'est une défaite pour le Camerounais Francis Ngannou qui a été mis KO dès le deuxième round par le Britannique Anthony Joshua. C'était ce vendredi à Riyad en Arabie Saoudite. L'ancien champion des lourds de l'UFC, Francis Ngannou, 37 ans, disputait le deuxième combat de boxe anglaise de sa carrière. Christian Djimade. Francis Ngannou mis KO par le Britannique Anthony Joshua au terme du deuxième round. Le combat du 8 mars 2024 à Riyad en Arabie Saoudite a tourné court pour le Camerounais qui promettait pourtant un KO à son adversaire. La star du MMA concède sa deuxième défaite consécutive en boxe anglaise. Désolé mes fans, je vous ai tous laissé tomber. Aujourd'hui était une mauvaise journée au bureau, mais demain sera un autre jour. Merci à tous pour l'amour. Envoyé au tapis dès la première reprise d'un puissant direct du droit mis en pleine mâchoire, Francis Ngannou n'a rien pu faire face à Joshua, brutal et précis dans ses coups de poing. Ngannou subit 2 autres knockouts au deuxième round. Le troisième et dernier est fatal et contraint le prédateur camerounais à rester au sol, conduisant l'arbitre à stopper les hostilités. Tu as une inspiration, ne quitte pas la boxe. Si tu as besoin de quoi que ce soit, on en parle après. Anthony Joshua, ancien champion du monde âgé de 34 ans,
compte désormais 28 victoires en 31 combats. Francis Ngannou, quant à lui, essuie sa deuxième défaite en boxe anglaise. Le 28 octobre 2023, le boxeur camerounais s'est incliné face à Tyson Fury. La décision rendue par les juges avait été critiquée par les inconditionnels du noble art. Après son deuxième combat, le Camerounais de 37 ans a le choix de retourner à sa discipline de prédilection qu'est le MMA ou de poursuivre son aventure dans la boxe anglaise. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Restez sur Africa 24.